Mais je reviens quand même sur ce qui s'est passé à Marseille. Il s'agit quand même d'une personne qui est en situation régulière sur le territoire national, qui a un titre de séjour valable jusqu'en 2032. Et ça, c'est quelque chose qui rend ce qui est insupportable pour les Français, puisqu'il y a eu 343 000 premiers titres de séjour qui ont été délivrés l'an dernier. Et on a quand même l'impression, et on le voit, il n'y a plus aucun contrôle, il n'y a pas de filtre en réalité. Et même si c'est des gens qui sont censés avoir fait l'objet d'une étude de leur dossier, eh bien, on voit bien là que c'est une personne qui était qui était plus suivie par les services de l'État, qui était connue des services de police et de justice. En théorie, si on regarde les dernières instructions des derniers ministres de l'Intérieur, cette personne aurait dû être expulsée, et puis elle est toujours là. Et en réalité, on sait que les préfets sont submergés par tous ces dossiers qu'ils n'arrivent pas à suivre. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Je crois que le ministre de l'Intérieur, il agit justement sur la question migratoire, rien, sur la manière avec laquelle on a des contrôles, et les contrôles à la fois des flux entrants et la capacité qu'on a à expulser ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national. C'est aussi la raison pour laquelle on a fait changer la loi sur un certain nombre de sujets. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, quand vous étiez arrivé mineur sur le territoire français, vous ne pouviez pas être expulsé si majeur, vous commettiez un délit. Ça, nous l'avons changé dans la loi. Tout le monde ne l'a pas voté. Mais nous, on l'a changé. Là, donc, on a permis connu du service de police et de justice. Mais je montre aussi ce qui pouvait nous bloquer. Il est toujours là. Je montre aussi ce qui pouvait nous bloquer et ce qu'on a essayé de changer. Et ce qu'on a changé concrètement dans la loi et qui permet de garantir un certain nombre d'expulsions. On a assumé aussi des rapports de force diplomatiques qui sont loin d'être évidents. Vous les avez souvent décrits ici, notamment avec l'Algérie. Et pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas ce rapport de force puissant, vous n'avez pas la capacité ensuite à obtenir des expulsions. Est-ce que c'est simple ? Non. Et tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, quel que soit d'ailleurs leur bord politique, vous disent tous qu'en effet, ça n'est pas simple d'assumer. Vous parlez par exemple des rapports de force diplomatiques. Je fais une toute petite digression. Oui, vous aviez le Premier ministre qui expliquait qu'il a fixé un ultimatum à l'Algérie avec un délai. Et en réalité, le délai est expiré. L'Algérie n'a pas obtempéré. Il n'y a eu aucune menace. Le président de la République cet été et les instructions qu'il a données justement au ministre de l'Intérieur sur le sujet. Donc, ça a été cet été, c'était il y a à peine 2-3 semaines. Je crois qu'on a assumé en tout cas une rupture sur ce sujet parce qu'il n'est pas acceptable que la France soit maltraitée. Il n'est pas acceptable que la France soit maltraitée. Et donc, il y a la nécessité de... Ça fait depuis 10 ans. Mais c'est la raison pour laquelle, à un moment, on agit. Mais encore une fois, sur la question migratoire, on ne peut pas être juste sur du Yaka Faucon, parce qu'on sait tous autour de cette table, si on est lucide et honnête, que cette tâche, elle est immense et qu'elle est difficile à remplir. Le risque, c'est le risque de l'impuissance. C'est ce contre quoi on doit lutter. C'est qu'à partir du moment où on a des responsabilités, on doit exercer le pouvoir. Et donc, exercer le pouvoir, ça veut dire qu'on montre qu'on peut agir. Agir pour changer la loi, pour changer le droit, quand parfois c'est ça qui bloque, mais agir aussi concrètement, notamment sur la question des OQTF, sur la question des Les circulaires qui ont été donnés aux préfets sont extrêmement clairs. Invitez sur votre plateau n'importe quel préfet de la République, ils vous diront les instructions très claires de l'État, du gouvernement, qu'ils ont reçu pour ne rien laisser passer sur les dossiers qu'ils ont à instruire, sur la question des renouvellements des titres de séjour et sur ensuite la question des expulsions aussi. Une question d'Éric Revel. Oui, Madame Berger, le pays se déchire, le pays se fracture. Les crises sont à nos portes, sociales, économiques, sécuritaires. Il y a quelque chose qui soudait, me semble-t-il, encore les Français il y a quelques années, c'était pour les parents l'assurance que leurs enfants, notamment des classes moyennes, vivraient mieux qu'eux-mêmes. Or, ce modèle-là, il est en train de s'effondrer sous leurs yeux. Et j'attire votre attention, Madame la Ministre, parce que c'était encore un ciment qui faisait que les Français espéraient dans le pays et dans leur avenir. Aujourd'hui, vous êtes également sur le terrain, ce sentiment-là, il s'est effondré. Donc, ne prenez pas à la légère la colère du pays, parce que cette colère-là, l'avenir de nos enfants, c'est ce qui est essentiel pour des parents. Et ça, c'est en train également de tomber. Mais je suis lucide sur le constat et j'échange et j'écoute et je vois cette réalité-là. Je vois aussi une autre réalité. Je vois la réalité de ceux qui bossent, de ceux qui essayent de construire le pays, de ceux qui s'engagent, des élus locaux, des associatifs, partout sur le territoire. Donc il y a à la fois ceux qui cherchent à fracturer et à renforcer des fractures qui sont déjà parfois béantes. Quand on parle de l'antisémitisme, on voit bien qui attise aussi ce feu-là, y compris politique, à l'Assemblée nationale et au-delà. Puis il y a ceux qui essayent de réparer. Parfois, il faut aussi arriver à se concentrer sur ceux qui essayent de réparer, qui sont aussi sans doute plus nombreux. Et je pense en tout cas que c'est une réalité aussi de notre pays, une réalité sociale, une réalité économique, des chefs d'entreprise qui essayent de tenir et qui tiennent bien. On a aussi des réussites dans ce pays. Et on ne peut pas faire comme si ces réussites-là n'existaient pas. Les réussites économiques notamment,
elles sont importantes. Regardez dans les priorités des Français à quel point ça a changé sur un certain nombre d'entre elles, notamment sur le chômage. Si c'est plus dans le top 3, dans le top 5, dans le top 10 des priorités, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a réussi aussi là-dessus. Donc ça ne veut pas dire que tout va bien, je suis très lucide. Enfin, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui heureusement vont mieux. L'un des gouvernements auxquels vous avez appartenu et vous continuez d'appartenir, c'est qu'il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à finir la fin du mois, à se nourrir correctement. Très contrasté. C'est non, un peu différent de ça. Vous avez des personnes qui sont des personnes en situation irrégulière, que vous comptabilisez. Enfin, tout ça. Et les inégalités sont creusées la et la concentration qu'on doit pauvreté a avoir, augmenté. c'est comment on garantit que ceux qui bossent vivent dignement de leur travail. C'est ça la priorité. Comment on garantit que chacun ait accès et puisse retrouver un emploi. Comment on ne crée pas de disparité entre celui qui travaille et qui a l'impression de toujours travailler plus, ou en tout cas de travailler déjà beaucoup, et celui qui aujourd'hui ne travaille pas. Pourquoi il ne travaille pas ? Est-ce qu'il y a des empêchements d'accès au logement, d'accès à la mobilité, les familles monoparentales qu'on aide, notamment plus particulièrement, parce que ça, c'est aussi un vrai fait de société. L'absence des pères, notamment, et le fait qu'on se repose beaucoup, trop souvent, je trouve, sur les femmes et sur les mères. Oui, il y a tous ces phénomènes de société-là, mais oui, moi, j'ai aussi envie de me concentrer sur ceux qui essayent de réparer, qui, je l'espère, sont plus nombreux que ceux qui essayent de fracturer. Aurore Bergé, aujourd'hui, demain, Nicolas Sarkozy, dans le Figaro, estime qu'il n'y a pas d'autre solution que la dissolution. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive lundi avec ce vote de confiance ou pas à l'Assemblée nationale, il faut en revenir au peuple. Est-ce que vous aussi, vous pensez que le retour aux urnes est indispensable ? Je crois que c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable le retour au peuple ? En tout cas, maintenant, de manière précipitée, une nouvelle dissolution, est-ce qu'elle apporterait plus de clarification ou de stabilité ? Personne ne peut le garantir. Personne ne peut vous dire que demain, tel ou tel parti politique gagnerait en majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'habitue à vivre à minima jusqu'en 2027, mais peut-être au-delà, à quelque chose à laquelle on n'était pas habitué avant, c'est-à-dire une fracturation à l'Assemblée nationale, une fracturation du Parlement, et le fait que personne seul n'est majoritaire. Moi, j'ai vécu les 3 situations. Un premier quinquennat où on était majoritaire seul. On nous reprochait d'ailleurs de l'arrogance de ce fait-là, parce qu'on pouvait décider finalement seul et aller vite sur un certain nombre de sujets. Une majorité relative, on n'était pas seul, mais on était suffisamment confortable pour agir. Et là, l'absence pour chacun d'une majorité. Et donc on est tous en train d'apprendre. Donc ingouvernable, donc aux urnes. Une difficulté à gouverner, mais pas ingouvernable. On a réussi. On n'a pas de budget, mais on a réussi à quelques mois. Pas de budget, Madame la Ministre. Mois, avec le même gouvernement et avec la même Assemblée, on a réussi à faire voter un budget. Le même gouvernement, la même Assemblée ont réussi à faire voter un budget. Pourquoi ce serait impossible demain, alors même qu'on voit bien que d'un point de vue économique, on n'a jamais eu autant besoin de stabilité pour avancer. C'est ça que nous disent n'importe quel chef d'entreprise que vous interrogez sur votre plateau, que vous rencontrez d'artisans, de commerçants, attendent quand même cette stabilité-là. Ah oui, mais il ne la voit pas. Dernière question, Louis. Non, une question, s'il y avait des élections législatives anticipées, que votre parti décidait de mettre en place un front républicain, d'appeler notamment à voter pour des candidats LFI. C'est vrai que c'est pas le choix que mais justement, moi je fais de manière je le sais, c'est pour ça que je me permets de vous reposer la question. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Moi, je tiens à une position qui est constante, c'est-à-dire que je l'ai dit dès les précédentes élections législatives, que pour moi, il était impensable de penser qu'on puisse battre le RN avec un bulletin de vote LFI. Jamais de LFI. La confusion. Non, jamais LFI. Et regardez les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Moi, je ne peux pas me battre contre l'antisémitisme et appeler à voter pour la France insoumise. C'est impensable et impossible. Et comme je Nicolas pense qu'à part Sarkozy, faire monter le Rassemblement national, ça n'a pas d'autre effet. Non, mais moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je sais pas, pourtant, vous faites un constat très lucide, mais il y a quelque chose que vous ne paraissez pas saisir, c'est que ça ne peut pas durer longtemps, ce décalage entre une crise intégrale qui accable la France et les petits jeux politiques façon 4e République. C'est ravageur. Parce que là, vous êtes dit, non, mais alors, pas la dissolution, puis d'autres vont dire la dissolution. Ça veut dire que pendant des mois ou peut-être des années, on ne pourra pas s'attaquer de manière sérieuse à tous les problèmes que vous avez énumérés. Moi, je pense que ça peut que se terminer mal, parce que les Français ne le supporteront pas. Dissolution ou pas, la seule question à un moment, c'est est-ce qu'avec celles et ceux qu'on élit, que les Français choisissent, c'est possible que le pays aille mieux. Les Français, ils ont choisi cette Assemblée nationale-là. Ils l'ont choisie. Alors, elle est très diverse, elle est même fracturée. Elle ressemble peut-être un peu plus à la France qu'avant aussi, dans ses fractures, dans ses colères, dans ses nuances. Ils n'ont pas choisi la dissolution. Très bien, mais ils ont voté très massivement et beaucoup plus qu'à d'autres élections législatives dans cette dissolution-là. Peut-être parce qu'il y a de l'angoisse, de la peur, mais à la fin, ils ont participé et très massivement au moment où ils ont pu retourner aux urnes. Donc, dissolution ou pas, à la fin, vous avez des parlementaires. Est-ce que ces parlementaires-là sont suffisamment responsables, et je nous mets dans le lot aussi, je ne m'exonère pas,
pour se dire que de toute façon, il y a des choses qui sont un peu plus importantes qu'eux-mêmes, que nous-mêmes, qui est la trajectoire qu'on donne au pays, et la stabilité économique et fiscale, qui sont les questions morales aussi qu'on a posées et qui sont essentielles dans le débat public, qui sont même sans doute parfois plus importantes dans le quotidien des Français que les enjeux économiques ou fiscaux. C'est ça la question. Nouvelle dissolution, est-ce qu'elle apporterait plus de clarté ? Aujourd'hui, je ne le pense pas. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit souhaitable que le débat public reprenne tel qu'on l'a connu au moment de la précédente dissolution, où honnêtement, on voit bien un certain nombre de nos concitoyens qui étaient pris pour cible. Et je ne crois pas que ça ait fait du bien en termes, en tout cas, d'apaisement. Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, et l'invité de CNews et Europe 1, dont les auditeurs vont retrouver tout de suite Pierre de Villeneuve. Nous, on reste sur CNews, on continue à évoquer ce qui s'est passé à Marseille. Pour terminer, encore une fois, Madame la Ministre, avec ce drame, ces 5 personnes qui ont été blessées à l'arme blanche. Est-ce qu'on vit dans un pays où vos enfants, les miens, ceux de ceux qui nous regardent, sont condamnés à avoir peur dès qu'ils descendent dans la rue ? Non. Enfin, moi, je ne ferais pas de la politique si je ne voulais pas que ma fille puisse vivre en effet mieux que moi aujourd'hui. Et vos enfants. Et tous nos enfants, parce que ce n'est pas la mienne qui est d'ailleurs la plus en risque. Il y a un certain nombre aujourd'hui de quartiers, d'endroits de France où c'est plus difficile que dans d'autres, de manière évidente. Et aucun Français doit avoir peur. Mais c'est le cas. De son origine, de son identité, du territoire dans lequel il vit. Et ça, c'est le combat qu'on doit mener. C'est un combat qui devrait, pour le coup, rassembler. Alors je veux bien à chaque fois qu'il y ait des postures des uns et des autres, que certains veuillent désarmer la police ici. Enfin, on a augmenté les moyens et on doit continuer à les augmenter. On doit respecter les policiers et gendarmes. On a en fait un contrat républicain de base qui devrait un minimum nous rassembler, et de lucidité aussi sur ceux qui sont les adversaires de la République et qu'on doit ensemble combattre. Bien sûr. Louis de Ragnel, une dernière question à Madame la Ministre. Moi, ma question était plus politique par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Non, mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on a déjà eu cette situation-là et donc on peut continuer comme ça. En réalité, on n'a plus de cartouches. C'est-à-dire que le président de la République a essayé des premiers ministres de droite, de gauche, il a essayé maintenant le MoDem, et on a quand même le sentiment qu'on est arrivé au bout des solutions politiques. Le risque, et d'ailleurs c'est ce que craignent beaucoup de macronistes, c'est la solution institutionnelle avec de plus en plus d'appels au départ du président de la République. Comment est-ce que moi, ce que je ne comprends pas en fait dans ce que vous dites, c'est que on n'a jamais autant entendu parler de la démission ou du départ du président de la République. Alors, c'était pas le cas avant. Quelle solution politique il peut exister pour éviter le départ justement d'Emmanuel Macron ? Déjà, cette question, elle n'existe pas. Elle existe dans l'esprit de ceux qui espèrent déstabiliser, qui espèrent peut-être des élections anticipées, qui voudraient peut-être eux-mêmes être candidats. Mais penser que la déstabilisation, non pas d'Emmanuel Macron, mais du président de la République, de la présidence de la République, serait une réponse à quelconque crise, ça créerait un précédent absolument insupportable pour le pays. Donc la question ne se pose pas. Il est président, il restera président jusqu'à la dernière heure et jusqu'à la dernière minute de son mandat. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent ? Il va falloir de toute façon les trouver avec l'Assemblée que les Français ont choisie. Parce que sinon, le risque, c'est que collectivement, pas juste nous, côté Renaissance, Bloc Central, LR, que collectivement, on génère de l'indifférence. De l'indifférence. Qu'à la fin, les Français soient désespérés de leur classe politique, parce qu'elle renverrait une image assez désespérante de l'incapacité qu'on a à trouver des accords, à trouver des compromis, vous voyez bien qu'il y a la présidentielle qui est dans l'esprit de tous les politiques aujourd'hui. Ça m'a pas totalement échappé. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que tous les politiques disent mais oui, mais il faut regarder au-delà, il faut arrêter de regarder les accords partisans, nos intérêts personnels. Et en même temps, tout le monde n'a qu'une seule obsession. Dernier mot, oui, Madame la Ministre, il reste 2 ans. Il reste 2 ans. C'est ça qui est inquiétant. Se dire qu'on va enjamber ces 2 années et donc dire aux Français, finalement, vos problèmes d'aujourd'hui, on s'en fiche et on verra dans 2 ans si on est en capacité de les résoudre. Donc, si on se dit ça, dans 2 ans, ils feront confiance à personne. Merci beaucoup, il va falloir Berger, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews. Merci à vous, Eric.